Hémicycle avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Ravi de vous retrouver comme tous les mercredis dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Nous sommes mercredi, Arnaud, mais il n'y aura pas exceptionnellement de Conseil des ministres aujourd'hui. Pas pertinent, dit-on, à l'Élysée, alors qu'Emmanuel Macron cherche à engager une nouvelle séquence de son quinquennat après la dernière crise autour du projet de loi immigration. Arnaud, est-ce que cette séquence passe nécessairement par un remaniement ? Très difficile de le dire parce que quand on regarde finalement ce remaniement potentiel, on peut se poser la question de l'agenda et du timing. Parce que si vous voulez, l'année quand même 2024 va être marquée par une élection intermédiaire au mois de juin, le 9 juin, les élections européennes. Et on peut s'interroger si finalement il n'eût été pas plus utile ou il ne serait pas plus utile pour le président de la République d'attendre cette élection pour procéder à un remaniement. En fait, in fine, sous la Ve République, vous savez, les présidents de la République aiment en général user jusqu'à la corde leur Premier ministre. Madame Borne a passé une année certes difficile, mais elle a de fait rempli la feuille de route que le président de la République lui avait assignée. Elle a fait adopter une réforme sur les retraites, certes non sans mal. Elle a fait adopter une loi sur l'immigration qui, certes, a été quand même particulièrement modifiée par l'opposition de droite et qui ne correspond pas forcément à l'état initial du projet de loi du gouvernement. Mais elle a quand même, encore une fois, de facto réussi à éviter un certain nombre d'écueils, même si cela s'est fait non sans difficulté. Donc, quel est l'intérêt pour le président de la République de remanier, de changer d'équipe gouvernementale, de changer de Premier ministre, avec le risque, en changeant aujourd'hui de Premier ministre, de se retrouver avec un gouvernement et un Premier ministre extrêmement essoufflés à la veille des élections européennes et avec le double risque ensuite de connaître une défaite aux élections européennes. Donc, il serait peut-être, encore une fois, plus opportun d'attendre le mois de juin pour le président de la République, mais manifestement, actuellement, l'hypothèse est sur la table d'un changement. Alors à l'inverse, qu'est-ce qui pousse le président de la République, visiblement, à envisager dès maintenant à remplacer le locataire de Matignon ? L'idée peut-être de vouloir... alors tout dépend le sens qu'il entend donner à ce remaniement. Soit c'est un changement ou, disons, une confirmation d'une ligne politique plus à droite, et il ira chercher une personnalité politique de droite qui est en mesure, si vous voulez, de lui obtenir les réserves de voix parlementaires qui l'empêchent de disposer d'une majorité solide à l'Assemblée nationale. Alors là, il a différentes hypothèses, à l'intérieur de son gouvernement ou à l'extérieur de son gouvernement. Soit il va se chercher une personnalité politique disposant d'un capital politique plus fort que celui d'Elisabeth Borne, et qui peut-être sera à ses yeux plus en mesure de le protéger. Une alliance avec LR ou le choix d'un membre des Républicains vous semble inenvisageable après la dernière crise autour du projet de loi immigration ? D'un ancien membre des Républicains, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. D'un membre actuel des Républicains, ça serait indéniablement une prise de guerre. Mais on ne voit pas, si vous voulez, beaucoup de personnalités au sein des Républicains, après ce qui s'est passé en effet lors de la discussion de la loi sur l'immigration, se rallier, sauf à trouver des personnalités politiques qui ne sont plus véritablement en responsabilité, y compris chez les Républicains. Évidemment, il y a des gens qui aujourd'hui prônent chez les Républicains un ralliement des Républicains dans un gouvernement d'union avec Emmanuel Macron. C'est la thèse développée par Nicolas Sarkozy, c'est la thèse développée par Jean-François Copé, c'est même parfois la thèse qui a été développée par Rachida Dati. Il existe des personnalités. Mais est-ce que ça sera suffisant, encore une fois, pour ensuite percer les lignes parlementaires ? Parce que tout le sujet pour lui, c'est de ramener des parlementaires, quand même, des parlementaires qui siègent. Et donc, on a vu quand même que globalement, les LR avaient été assez solidaires entre eux au moment de l'examen du texte sur l'immigration et que, pour l'instant, le président de la République n'a plus la même capacité d'attractivité qui était la sienne vis-à-vis du camp républicain que celle qu'il avait pu développer en début de premier mandat, voire même en début de second mandat. Quelles seront les grandes séquences, évidemment, au-delà de l'élection européenne de
de juin. Quels seront les grands moments de cette année 2024? Est-ce que ça pourra avoir d'ailleurs une incidence sur le choix de l'éventuel prochain Premier ministre? Il est clair qu'il a fixé quand même dans ses vœux l'objectif européen, il y a quelques jours, comme un objectif essentiel de la politique qu'il entend conduire. Il a désigné subliminalement, sans le dire, un certain nombre d'adversaires de la construction européenne, en tout cas de ce qu'il imagine être à ses yeux la construction européenne. Il a visé implicitement le Rassemblement national. Et est-ce que finalement ce changement de Premier ministre, s'il s'opérait dans les jours qui viennent, serait un changement qui aurait aussi pour objectif de contenir la poussée populiste en France et ailleurs? Ça peut être un des objectifs que se fixe le président de la République. Ensuite, il y a un certain nombre, en effet, d'éléments qui vont être importants dans cette année. Réforme constitutionnelle ou pas? Là aussi, c'est une question. Et quelle réforme constitutionnelle? Sachant qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont dans les cartons, et avec quelle majorité surtout. Parce que pour l'instant, pour faire voter une réforme constitutionnelle, les 3/5 du Congrès, on en est très loin, très éloigné. Il y a un certain nombre de textes aussi qui vont être présentés en principe à l'Assemblée nationale. Je pense au texte sur la loi sur la fin de vie, qui est une loi qui pose problème manifestement à Emmanuel Macron. On sait qu'il a reçu les autorités religieuses, les autorités morales. Et il semble ne pas avoir encore pris sa décision, semble-t-il. Et il n'a pas pris forcément sa décision. En tout cas, on laisse entendre qu'il présenterait un texte, mais on ne connaît pas le contenu de ce texte. Donc, il y a ces sujets-là qui vont en tout cas vraisemblablement animer le premier semestre. Mais encore une fois, quand même, le sujet majeur pour lui, ça va être l'élection européenne, parce que l'élection européenne va permettre de mesurer les rapports de force et de voir s'il est en mesure aujourd'hui de casser cette dynamique qui apparaît en faveur du Rassemblement national. Ensuite, vous savez, les circonstances politiques sont telles qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir encore continuer à faire passer des textes à l'Assemblée nationale, et est-ce qu'il ne va pas se retrouver à un moment donné avec une majorité ou une majorité de blocage par rapport à l'action qu'il souhaite mener? Ça va être un sujet. Il y a un élément important, c'est la décision aussi que va rendre le Conseil constitutionnel dans quelques jours au regard de la loi sur l'immigration. Conseil qui a été saisi par le président de la République lui-même. Oui, le président de la République a saisi lui-même le Conseil constitutionnel. Et il est évident qu'une loi qui serait profondément détricotée pour motif d'anticonstitutionnalité par le Conseil constitutionnel relancerait le débat sur l'immigration de manière forte, à la fois du côté de LR et du Rassemblement national, et pousserait à nouveau l'idée de la nécessité, en tout cas pour ces formations d'opposition, de procéder à une réforme constitutionnelle. Donc oui, on a des éléments, des étapes importantes, notamment cette étape importante de la décision du Conseil constitutionnel dans quelques jours. Est-ce que l'hypothèse d'une dissolution est également envisagée, peut-être pas tout de suite, mais après un événement aux élections européennes en juin, en cas de victoire large du Rassemblement national? Il y a les Jeux Olympiques qui vraisemblablement vont malgré tout être un événement qui ne permet pas, si vous voulez, de dissoudre immédiatement. Enfin, même si c'est possible, rien ne l'empêche. Il n'y a pas d'impossibilité constitutionnelle. Mais si vous voulez, l'agenda n'est pas très facile quand même de lancer une élection législative alors que le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Donc si éventuellement il y avait dissolution, d'abord il faut se poser la question d'intérêt pour l'exécutif et le gouvernement et le président de la République de dissoudre. Mais s'il y avait dissolution éventuelle, il faut plutôt envisager une initiative de ce type en fin d'année 2024. Le président de la République pouvant considérer qu'il va capitaliser sur une éventuelle réussite des Jeux Olympiques, sur d'avoir laissé derrière lui la page des élections européennes et essayer de reconstituer une majorité en tentant une dissolution. Mais c'est très risqué. Aujourd'hui, toutes les études d'opinion montrent que s'il y avait une dissolution, le président de la République se retrouverait vraisemblablement sans majorité du tout, en l'occurrence même pas relative, et avec le risque d'envoyer 200, voire plus, députés du Rassemblement national. Même du côté du Rassemblement national, on imagine qu'on pourrait avoir 230 ou 240 députés. Donc, si vous voulez, il y a quand même une prise de risque avec une dissolution. Mais le problème, quand même, c'est de savoir si on peut continuer longtemps dans cet état de crise permanente, larvée,
qui, quand même, finit par gripper le fonctionnement institutionnel de la Ve République. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous dans Hémicycle. Oui. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver également en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. Bon après-midi.